Quand j'ai vu que Pierre Philippe de la chaîne Coup Critique, que pour le reste de la vidéo je vais appeler Pépé, était en train de localiser en français le jeu Liminal Horror, j'ai été très intrigué pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime beaucoup la façon dont Pépé aborde l'horreur en JDR. Il a chroniqué déjà pas mal de jeux horrifiques et même dernièrement, il a fait une liste de 20 conseils autour du JDR d'horreur, qui est une vidéo que je trouve très intéressante. Et ensuite, l'horreur liminale, c'est un genre d'horreur qui me parle beaucoup. Que ça soit thématiquement ou esthétiquement, j'adore toute la vague qui a découlé ces dernières années depuis Internet principalement. Et pour moi, l'horreur liminale, c'est une horreur vraiment visuelle. C'est beaucoup des photos de ce qu'on appelle des espaces liminaux, qui sont, comment dire, des lieux à la fois nostalgiques et angoissants. Et donc j'ai été très curieux de voir comment on pouvait proposer cette mécanique en jeu de rôle. Donc j'ai lu la traduction d'horreur liminale et j'aimerais vous en parler. Générique. Alors, dès les premières pages de l'ouvrage, on se retrouve avec quelques thèmes très connotés, comme puissance incommensurable, horreur cosmique, enquêteur et investigateur, qui rappellent beaucoup les univers Lovecraftiens. Et même si c'est rare, je pense qu'on peut retrouver ce genre d'horreur et de puissance dans tout ce qui va être les œuvres tournant autour de l'horreur liminale. Par contre, là où je vais avoir un peu plus de mal, ça va être sur les termes enquêteur et investigateur. Alors du coup, là, je vais parler de mon interprétation de l'horreur liminale. Elle est peut-être inexacte, mais pour moi, dans ces espaces liminaux, on s'y perd. On tombe dedans après avoir glitché de notre réalité sans le faire exprès. J'ai du mal à imaginer un groupe conscient de ces possibilités-là et de ces univers-là, enquêter ensemble pour les retrouver. Ou alors c'est quelque chose qui se rapprocherait un peu plus de ce qu'on peut voir dans l'univers SCP, à mon avis en tout cas. D'ailleurs on va le voir dans le scénario qu'il propose à la fin du livre, l'horreur tombe sur les personnages sans qu'ils puissent y échapper. C'est d'ailleurs leur premier contact avec ce genre de choses et ils n'y sont absolument pas préparés. Et c'est ce qu'on peut retrouver généralement dans les histoires autour de l'horreur liminale, en tout cas celles que j'ai pu voir. Et quand j'ai envoyé quelques coquilles que j'avais relevées à Pépé, on a échangé très rapidement à ce sujet. Et d'après ce qu'il me dit, les auteurs de la version originale, effectivement, sont plus d'accord pour dire que leur jeu se rapproche plus de l'horreur moderne que vraiment de l'horreur liminale. Et je suis d'accord, même si par contre, il y a certains points dans le livre, notamment les artefacts, les entités et du coup le scénario, qui correspondent clairement à ce thème. Mais ça aussi, on y reviendra après. En feuilletant le bouquin, on arrive rapidement sur une liste de principes. Principes pour le meneur, qui ici est appelé facilitateur, et pour les joueurs. Et certains, bien qu'ils peuvent paraître évidents pour des rôlistes expérimentés, on va dire, eh ben je trouve que c'est quand même bienvenu de les voir notés noir sur blanc. Par exemple, on va retrouver l'accès à une information ne devrait pas dépendre d'un jet de dés. C'est tout bête, mais c'est vrai que quand on débute, on a tendance, pour que les joueurs trouvent un indice, à leur faire un jet de dés. Et parfois, lorsque c'est loupé, ça amène dans des situations un peu compliquées à gérer pour les meneurs débutants. On a aussi quelque chose que je trouve très important. Les nombres sur les fiches ne définissent pas les personnages, mais servent à interagir avec les mécaniques de jeu. Et je trouve que c'est quelque chose de trop peu précisé dans les jeux, voire même il est souvent dit le contraire, alors que pour moi c'est quelque chose d'indispensable. On va retrouver aussi parmi les nombreux restants, un qui reviendra souvent dans le livre, c'est « Faites preuve de logique ». Et là où tous ces conseils ont l'air de s'adresser à des rôlistes débutants, je trouve que beaucoup de points dans ce livre me font dire qu'il est plutôt adressé à des MJ expérimentés. Et dont un qui revient régulièrement et souvent avec le principe de la logique, c'est le « faites à votre sauce ». Il y a pas mal d'endroits où, pour pas inonder le lecteur de mécaniques pompeuses, il est conseillé de faire à sa sauce. Et autant pour quelqu'un d'expérimenté qui va avoir plein d'astuces diverses pour gérer plusieurs situations différentes, c'est une super idée. Autant je trouve que ça manque parfois d'encadrement pour un débutant. Dès la création de personnages, par exemple, on propose une alternative sur les 3 caracs représentant les PJ, si jamais on veut proposer des histoires moins orientées action. Ça peut paraître un détail, mais je pense que c'est pas forcément évident d'imaginer les impacts que cette décision pourrait avoir sur la fiction. Et en plus de ça, on va retrouver pas mal de petites règles optionnelles dont, je sais pas si c'est un chapitre ou une annexe entière aussi, qui auraient tendance, encore une fois, à perdre les meneurs débutants dans trop de choix. D'ailleurs, si on suit la création de personnages telle qu'elle est prévue dans le livre, les PJ auront forcément eu déjà affaire à de l'horreur,
ont eu des événements traumatisants dans leur passé, ce qui pourrait coller totalement avec des enquêteurs ou des investigateurs. Mais comme je disais, pour tout ce qui va être horreur liminale, c'est un peu bizarre, je pense. C'est peut-être mon interprétation, mais moi, si je devais imaginer des scénarios dans ce type d'horreur liminale, j'imaginerais plus un groupe de personnes lambda qui se retrouvent dans des situations qui les dépassent, plutôt que quelque chose de connu où ils auraient déjà les réflexes pour réagir à ce genre de choses. Après, encore une fois, là, c'est que mon point de vue. Par contre, si on parle d'horreur moderne, il y a plein de mécaniques intéressantes. Par exemple, on ne jette pas les dés pour attaquer. Nos attaques réussissent automatiquement, et ce qu'on va jeter, ce sont les dés de dégâts. Et en fonction de si la situation est à notre avantage ou non, le dé de dégâts sera bonifié ou inversement malufié. Et je pense qu'en termes de fluidité, dans les scènes d'action, c'est vraiment très cool comme mécanique, et c'est quelque chose, il me semble, que j'ai rarement vu. Autre chose que je trouve cool, mais que là, qui est peut-être un peu plus classique, c'est qu'on n'a pas de points de vie. Les dégâts qu'on prend vont diminuer nos attributs, principalement la force, en plus de diminuer notre place dans l'inventaire. Notre inventaire est géré avec des cases, certains objets prennent une ou plusieurs cases suivant leur encombrement, et si on est blessé, on pourra fatalement porter moins d'objets. C'est simple, mais ça reste quand même efficace et c'est totalement logique, comme il disait, avec ce genre de fiction. Par contre, il y a une règle que j'ai pas comprise. Dans le jeu, on a des points de protection qui du coup servent à réduire nos dégâts, et il est dit que si on a un inventaire plein, nos points de protection tombent à 0. Et c'est le seul point, le seul détail où je comprends pas la logique derrière cette règle, cette mécanique. Si quelqu'un arrivera à m'expliquer, mais là comme ça c'est vrai que j'ai eu du mal à la saisir. Bon, il y a peut-être une explication totalement cohérente derrière que simplement je n'ai pas eu. Maintenant, j'aimerais aborder les choses qui collent vraiment au thème, parce qu'il y en a. Et il y en a des biens. Déjà dans le bouquin, on va avoir une liste de ce qu'ils appellent des artefacts résonnants, il me semble. C'est ce que je vais appeler des objets ordinaires, mais qui vont avoir des effets aussi absurdes qu'effrayants. Là encore, on pourrait dire que ça se rapproche plutôt de SCP, mais je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Mon petit chouchou, ça va être l'ancien appareil photo, c'est un Polaroid, et peu importe la photo qu'on prend, le Polaroid qui sort, c'est toujours la même scène, avec un paysage qui provoque ce qu'ils appellent des chutes. Il faut réussir un jet de stress, sinon on subit une chute. Alors la mécanique est ce qu'elle est, mais je trouve que ce que ça implique derrière en termes d'idées, c'est très fort. Il y a beaucoup de ces artefacts qui sont comme ça, qui ont l'air très simples, mais qui peuvent amener beaucoup d'idées. Ensuite, on va voir les créatures. Il y a un petit bestiaire, et en particulier celle de la catégorie entité des espaces liminaux. On va retrouver par exemple l'homme émacié, qui fait penser au Slenderman simplement. Et les monstres de ce bestiaire sont définis par une poignée de statistiques, mais surtout sont décrites avec plusieurs phrases courtes, mais qui sont toutes très inspirantes. Et même si peu de ces créatures sont illustrées, ces brèves descriptions suffisent pour nous permettre d'imaginer à quoi elles ressemblent. Et pour finir sur le côté horreur liminale, on va voir le scénario dans le bouquin qui est extrêmement original, je trouve. Sans en dire trop, on se retrouve à jouer des habitants d'un immeuble qui, un matin, se retrouvent plongés dans une obscurité totale sur la moitié de sa structure. En fait, imaginez, il y a un appartement qui prend tout un étage, et bien il y a toute la moitié de l'immeuble qui est complètement dans le noir, et tout ça sous un fond de sitcom américaine et de pacte avec une entité paranormale. Et j'espère vraiment que je vais avoir des joueurs motivés pour jouer ça, parce que j'ai vraiment envie de l'essayer. Et donc voilà, en plus dans ce bouquin, on va retrouver d'autres chapitres qui vont correspondre plutôt à de l'horreur davantage classique. On va voir les équipements, la magie, etc. Et on a même détaillé les différents types d'horreur qu'on pouvait jouer avec ce jeu, et avec à chaque fois une liste d'inspirations qui sont très bienvenues. J'en ai pas parlé aussi, mais niveau maquette, chose qui est quand même assez importante pour moi, elle est nickel. Très sobre, très clair, avec régulièrement des petites illustrations pour mettre dans l'ambiance en rapport avec le chapitre en question. Le tout en noir et blanc, rien à dire. Et aussi cette magnifique couverture de Cédric Chaillol. Je vais vous la mettre quelque part. Et je vais finir sur un dernier point, et qui est peut-être le plus important, c'est que ce jeu, il est gratuit. Je trouve ça fou d'arriver à proposer un produit comme ça, sans rien exiger en retour. Surtout qu'il va encore être peaufiné avec la correction des coquilles qui ont été remontées. Du coup, j'espère vraiment que le jeu va avoir droit à une version physique, et pourquoi pas aussi à des suites.
Donc là, si vous voulez aller le feuilleter vous-même, je vous mettrai dans la description le lien vers la page Itch.io du projet dans lequel vous pourrez trouver les PDF. Quand on voit ce qui est proposé du côté des indépendants à des prix dérisoires, je me dis que c'est pas étonnant que beaucoup de financements participatifs avec une porte d'entrée à plus de 100 balles se cassent la gueule. Du coup, merci Pépé pour ça, pour cette localisation. J'espère que cette vidéo sera utile et qu'elle vous aura donné envie, si ce n'est de jouer, au moins de télécharger le PDF pour le lire. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!